Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Manuela et toute l'équipe de Zouk TV, merci d'écouter pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Sandra Casanova, qui va nous faire le plaisir de détailler sa fonction au niveau de la CTM, de manière à pouvoir vous permettre d'écouter et pour bien comprendre ce qu'elle a comme mission. Bonjour, cher Florent, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. Mes respects. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous de pouvoir partager ce moment et d'expliquer à notre population ta fonction. Très bien, donc je suis présidente de la commission stratégie logistique du territoire et politique de la recherche et de l'innovation. Et je porte également la politique égalité entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Rapidement, ce que ça signifie, c'est qu'on part du principe que la logistique sous-tend le développement économique d'un territoire. Et donc, il faut que nous soyons plus attentifs à nos flux intrants et sortants, à notre équilibre entre export et import. Et donc, c'est important pour la collectivité de mieux orienter ces flux et de mieux se connecter, s'interconnecter, à la fois en interne, mais aussi par rapport au reste du monde. Voilà. Et puis la recherche et l'innovation, voilà. Comme le nom l'indique. Dans la logistique, on a la transaction horizontale, Saint-Anne-Grand-Rivière et autres, entre nos transporteurs, que je profite pour saluer, puisqu'ils ont eu un incendie dernièrement assez important à l'île aux Bases. Ils ont perdu beaucoup de matériel. Oui, alors la logistique, elle concerne en fait la gestion des flux, donc elle concerne à la fois les passagers, mais aussi la marchandise et les données numériques. C'est vrai qu'il y a eu quelques dégâts au niveau de l'hydrobase, donc je pense que les enquêtes vont pouvoir déterminer par rapport à l'origine et puis surtout aux normes de sûreté, de sécurité qui encadrent ces établissements-là. Et surtout la prise en charge après. Et surtout la prise en charge. Parce que le défibrillateur Babo, vous êtes en Exactement. Oui, alors nous avons là aujourd'hui une importation massive. Nous importons de la tétine au cercueil. Et une exportation d'une production cagnard, donc sucre et banane. Très peu d'autres productions. En fait, nous sommes restés dans un schéma unidirectionnel entre la France hexagonale et l'ancienne colonie qui était la Martinique, enfin qui était la Martinique, aujourd'hui les Outre-mer. Et on constate que pour tous les Outre-mer, c'est le même schéma unidirectionnel parce que il y a très longtemps, la métropole, comme on dit, c'est-à-dire la France hexagonale, avait défini un schéma logistique avec ses Outre-mer pour que les Outre-mer puissent consommer les produits qui viennent de la France et pas le contraire. Donc il s'agit, avec l'histoire et avec la compréhension qu'on a de ces enjeux, de faire en sorte de rééquilibrer en fait nos activités, qu'on soit capable de créer de la valeur ajoutée à partir de produits semi-finis ou de matières premières sur le territoire et donc créer des emplois non délocalisables. On a aussi cette responsabilité environnementale, sociétale. Je rappelle que 80 voire 90% de ce que nous consommons viennent de France et donc l'empreinte carbone est juste démentielle. Et puisque nous n'avons pas, en termes d'économie circulaire, mis en place toutes les filières qu'il faudrait et ce qu'on appelle la logistique inverse, donc nous faisons les bienfaits un aller de 8000 km, un retour de 8000 km. C'est vraiment inacceptable en 2023. Voilà. Et en termes d'innovation, ça a été une grande innovation parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de présidence de ce secteur. Ce n'était pas la préoccupation première de tous ceux qui sont passés avant. Vous avez raison de le souligner. C'est la première fois qu'il y a une commission stratégie logistique du territoire au sein de la collectivité de Martinique, mais j'ai envie de vous dire au sein des collectivités au niveau national, puisque
le gouvernement s'est saisi de cette problématique-là en 2016, l'actuel gouvernement. Ensuite, en 2019, il y a eu un rapport, le rapport d'Aer et Emma, mais qui malheureusement n'intègre pas les Outre-mer du tout. Et le deuxième SILOG a eu lieu le 12 décembre dernier. Là aussi, les Outre-mer ne sont pas du tout concernés. Et pour autant, la France est en train de décliner sa politique nationale en termes de stratégie logistique pour gagner en performance économique et être mieux interconnecté au reste du monde. Et il reste quoi à faire comme combat pour qu'on soit définitivement intégré dans le système ? Il faut démontrer qu'on a aussi une compréhension du monde qui nous entoure et de notre rôle à jouer par rapport par rapport à soi-même, mais aussi par rapport au reste du monde. Donc ça, c'est important. Et puis décliner en région nos stratégies par rapport à notre vision que nous avons et notre souhait du mode de développement durable que nous voulons pour notre territoire. Donc si vous venez avec une proposition, vous serez mieux entendu que si, évidemment, vous attendez que le gouvernement fasse pour vous, c'est évident. Je vous ai des chaises, je vais vous. On a dit ça aussi. Hein? Est-ce qu'on a cette logistique derrière nous ? Est-ce que nos compatriotes l'ont compris et se disent c'est pas normal que nous puissions importer de la laiterie en Martinique ? Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience et surtout depuis le Covid, vous avez vu la Martinique, comme beaucoup d'autres pays du monde, on fait preuve de résilience et donc il y a d'abord une prise de conscience plus importante de ce qu'on pourrait faire soi-même en n'allant pas chercher systématiquement à l'extérieur. Il y a aussi cette volonté de faire avec son environnement proche. Donc aller sourcer, comme on dit, en région, chercher qui fait quoi, dans quelle proportion, comment être complémentaires l'un de l'autre. Et quand je parle de région nous concernant, je parle de la Grande Caraïbe, donc c'est quand même du plateau des Guyanes jusqu'au golfe du Mexique. Ça fait une petite population. C'est une très grande population, puisqu'en termes de logistique, on parle d'influence. Et pour moi, c'est plus de 800 millions d'habitants, puisque c'est toutes les terres qui trempent dans la mer des Caraïbes, l'océan Atlantique, le golfe du Mexique, une façade du Pacifique. Donc vous voyez l'influence qu'on pourrait avoir, pourtant depuis un petit territoire comme le nôtre. Et à partir de nous, en dehors de ce volet américain, on a aussi l'Afrique. Absolument. C'est un gros volet. Absolument. Souvent, et je dis à mes amis, mais vous savez, l'Afrique, c'est juste en face. Et en fait, ils me regardent, ils sont assez surpris. Je dis oui, si on pouvait y aller directement, on y serait à peine en 4h, 4h30. En avion, 4 En avion. Absolument. Et alors que les gens s'imaginent qu'il faut traverser, faire un grand tour, etc. Non, en fait, la desserte aérienne aujourd'hui nous oblige à passer par le continent européen, par Paris, et ensuite. Mais réellement, on est en face de l'Afrique, et pour avoir visité le Ghana il y a quelque temps, je trouve qu'il y a énormément de possibilités. Certes, avec le Covid et l'inflation qui a suivi, certains pays sont en difficulté, mais le potentiel, et même on vous dit que le taux de croissance du PIB continue à croître malgré effectivement la difficulté ou l'inflation qu'on peut... C'est incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une telle vivacité en fait des populations et une ressource tellement importante que malgré les chiffres, il y a une sorte de résilience naturelle qui s'installe. On a un gros potentiel sur l'Afrique, un très gros potentiel sur l'Afrique. Absolument. Je ne suis pas convaincue. D'ailleurs, c'est une volonté aussi de la mandature actuelle. Le président Letchimy souhaite développer des relations avec des pays, notamment avec les pays de l'Afrique francophone. Mais il y a de plus en plus de réseaux qui se mettent en place. Et aussi, il y a une demande. Il y a une demande des deux côtés de produits traditionnels, de produits locaux qui pourraient s'importer, s'exporter de part et d'autre des frontières. À ce niveau, bon, je suis témoin de l'affaire pour avoir fait les 17 nations, 17 anciennes colonies françaises en Afrique.
je me suis retrouvé chez moi. Ils ont les mêmes produits, nos mêmes habitudes et autres. Et en faisant ce yo-yo Afrique, anti-Afrique, on a un potentiel. Même en termes de matériaux de construction. Bien sûr, on a un potentiel parce que, encore une fois, les ressources naturelles sont abondantes. Il y a une proximité culturelle peut-être que certains ne s'imaginent pas. On est à la maison. On est chez soi et on s'adapte très vite dès lors on est dans une disposition où on veut juste recevoir ce que la vie nous offre, quoi. Hein. On se sent à l'aise et on comprend un certain nombre de choses, notamment par rapport aux origines et à l'histoire qu'on n'a pas toujours bien comprise. Voilà. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, on nous a empêchés de voir l'histoire. On a voulu nous raconter que l'autre histoire. De toute façon, l'histoire n'a pas été racontée par les deux parties. Donc, on a aussi cette responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants, des plus jeunes générations, de rapprocher en fait les frontières et de bien comprendre qu'on est dans une lignée et on a des origines quelque part. Il faut aller les chercher. Et je pense que c'est important pour les jeunes générations de bien comprendre où se trouve la souche et de se défaire en fait de certains complexes qu'on pourrait avoir d'infériorité ou de supériorité parce que le monde c'est un ensemble et donc nous devons absolument co-construire ensemble et nous devons absolument mieux se connaître pour mieux faire ensemble. Au niveau touristique, nous avons un gros potentiel. L'île de Gorée, c'est plus de 1,2 million visiteurs par an sur l'esclavage. Nous sommes esclaves de l'esclavage. On en parle tout le temps, mais ils ne sont pas capables de montrer ce que c'était et ils ne sont pas capables de mettre en face des réalités l'autre. Alors, vous dites juste, réellement, il faudrait être capable de reconstituer le parcours de ces esclaves, être capable de raconter l'histoire et de la raconter de manière avec certainement moins d'émotion, on va dire ça comme ça, pour en faire, en même temps qu'on ferait un pèlerinage, on en ferait un produit touristique. Et ça, c'est vraiment, c'est une conception en fait, c'est du marketing. Hein. Il faut travailler avec tous les experts qu'on peut avoir pour à la fois retranscrire une histoire qui a existé, être capable de donner une expérience à nos touristes, à nos visiteurs, et en même temps en faire un produit économique. Et puis de toute façon, dans tous les pays du monde qui ont compris qu'il faut faire certainement d'un traumatisme ou d'une faiblesse une force, il y a cette démarche qui allie à la fois l'histoire, la réconciliation et puis le développement économique. Je prends l'exemple. Lorsqu'on est à l'île de Gorée, quand on prend un gamin de 12 ans, on le suit, on le paye, il est guide, il raconte toute l'histoire de l'esclavage sans une faute. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et ils vivent de ça. Et il y a toute une architecture commerciale qui est mise autour de ça qu'on aurait pu développer ici. Oui, et il faut aussi, et je pense que l'histoire est en cours, que nos livres scolaires puissent davantage traduire notre histoire, notre réalité. Donc, il y a comme un blanc dans l'esprit de certaines personnes et de nos plus jeunes. Moi, je considère que c'est un atout d'être à la fois martiniquaise, caribéenne, afrodescendante, européenne, mais finalement, je comprends le lien avec chaque origine, mais chez certains jeunes, ils pensent qu'il faut choisir. Je pense que nous sommes la synthèse de tout ça. Et dernièrement, je regardais la télé, on pose la question à un jeune, on lui demande
comment tu te sens, quoi, qu'est-ce que tu es? Et lui, il dit, je me sens profondément européen. Bon, il venait de participer à une cérémonie sur l'Europe, mais le problème, c'est que ce jeune-là, il a perdu sa souche, il a perdu sa racine. Donc, il faut lui expliquer qu'avant d'être européen, parce que européen, c'est sur le papier, vous voyez, il est martiniquais, il est caribéen. Et ça, c'est important pour pouvoir se sentir bien dans le monde. Et là, nous avons un marché en dehors du tourisme. Prenons l'exemple de l'alimentation. Depuis gamin, je n'ai jamais compris pourquoi nous pouvons importer tout ce qui est conserve venant du continent et que nous, en face, nous ne pouvons pas non plus faire nos conserves pour expédier là-bas, d'autant qu'on a un potentiel énorme d'antillais dans toutes ces zones-là. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'il faut inverser aussi le mécanisme des aides. Je pense que ceux qui se sont installés dans l'agro-transformation ont surtout visé en fait le marché antillo-guyanais. Donc, il y a des intrants qui viennent essentiellement de France et d'Europe. Il y a une transformation, même si on pourrait en avoir beaucoup plus, mais il y a une transformation qui est faite avec toujours l'idée non pas de revendre ailleurs, mais de vendre à soi-même ou de vendre dans le petit marché qui apparaît. Voilà. Donc, on est dans une zone de confort antillo-guyanaise. Et l'idée justement de la mandature actuelle, c'est de voir comment à partir de produits, de matières premières, de produits semi-finis, on pourrait nous faire de la transformation, faire de l'assemblage, faire un certain nombre d'opérations sur ces produits pour qu'ensuite, et sous évidemment régime suspensif douanier, puisqu'il ne faut pas qu'on soit... il faut qu'on arrive à trouver un modèle vertueux de fabrication locale qui nous donne des perspectives d'export dans des volumes qui soient intéressants. On n'est pas obligé d'être bon sur tout. Il faut de manière chercher une niche très pertinente, voilà, savoir quel produit nous permettra de faire la différence, quel au pluriel, mais en tout cas, on est dans une complémentarité indispensable entre les autres pays que nous avons autour de nous, ce que nous pouvons faire, ce que nous avons aussi en termes d'équipement, d'infrastructure, qui nous donne un avantage concurrentiel, aussi les normes, il y a cette dimension normes, et puis ensuite être capable de vendre un certain volume de production au reste du monde, que ce soit le continent européen, que ce soit le reste, que ce soit la Grande Caraïbe, le Canada, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens. Je prends l'exemple de la roche de Bavière, que nous importons massivement ici. Or, j'ai vu de très belles roches en Mauritanie, de très belles roches au Sénégal, qu'on pourrait travailler, faire rentrer ici. Mais absolument, d'autant plus que ce soit les roches ou d'autres matériaux, le sable, par exemple. Ça vient souvent, ça vient d'Afrique, ça va en Europe, ça revient chez nous, ou bien ça part de la Caraïbe, ça vient du Brésil. Je sais que mon président aime beaucoup prendre l'exemple du guarana, ça vient du Brésil, ça s'est transformé au national et ça revient chez nous. Donc vous voyez, en fait, c'est parce qu'on ne s'est pas inscrit dans ces schémas de pensée, puis dans ces schémas logistiques et économiques pour nous permettre, nous, de revendre au monde. Mais il y a vraiment aucun frein, sinon psychologique, j'allais dire, d'abord. Et puis ensuite, il faut travailler sur, on en parlait avant l'émission, sur le Ibon-Consa. Il faut arrêter le Ibon-Consa. On est dans un système où il y a quand même certaines dérogations qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Parce qu'on sait faire différemment, parce qu'on est arrivé à un certain niveau de rattrapage aussi, où je pense que sur par exemple le poste de contrôle aux frontières qui n'est pas homologué Union européenne, c'est un frein aujourd'hui quand on veut faire de l'export. C'est un frein quand on veut faire de l'import avec des pays tiers, c'est un frein quand on veut faire de l'export également. Donc il faut qu'on arrive, quand on veut jouer avec, j'allais dire, les joueurs internationaux, ça n'a rien à voir avec l'étroitesse du territoire, c'est vraiment la pertinence de l'offre qui fait la différence. Donc il faut qu'on se mette à niveau. Et ça, je pense qu'il y a aussi une liste
des dérogations ou des hiboux comme ça qu'il va falloir faire sauter, ou alors, et c'est le sens du Congrès des élus actuellement, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut adapter absolument, parce que on a peut-être sur papier un certain nombre de pouvoirs, mais sans avoir les moyens d'exercer le pouvoir, notamment les moyens financiers. Vous voyez. Donc vraiment, je pense qu'il y a une sorte de listing à faire et d'éliminer les éléments bloquants. Il y a un gros nettoyage à faire. On est d'accord. Il y a une mise à plat, il y a un certain nombre de maillons, d'intermédiaires, quelquefois avec l'histoire, on a oublié l'origine des choses, donc il faut effectivement remettre un certain nombre de choses à plat. Et en termes d'innovation, comme je dis, là vous avez innové, il y a pléthore de sorties, pléthore de tunnels dans lesquels on peut rentrer et qui pourront permettre de faire travailler localement. Alors, tout à fait. L'innovation, pour moi, c'est d'abord la capacité, la possibilité de faire au-delà de ce qu'on nous a dit qui était possible. Donc, c'est-à-dire oser imaginer, oser créer des choses qui n'existent pas, plutôt que de chercher à s'insérer dans un espace de pensée et d'action. Mais il n'y a pas d'innovation sans leadership. C'est pour ça que je crois également qu'il faut vraiment qu'on accompagne nos jeunes générations en particulier sur cette capacité, de se dire on peut le faire. Deuxièmement, de se dire que l'obstacle qu'on voit n'est pas ce qu'on peut demain réaliser. Souvent, les gens commencent leur phrase par le problème c'est. Il n'y a pas de problème. Si on est capable, bien sûr, si on est capable d'imaginer ce qu'on voudrait que ce soit et qu'on y mette l'énergie. Je prends souvent l'exemple de l'île des Bahamas, qu'on appelait l'île aux poubelles, parce qu'en fait, c'était là que toutes les îles autour ramenaient les poubelles. Et puis, on a un monsieur qui avait un peu d'argent et qui va voir le gouvernement, c'est dans les années 60, et qui dit « Mais moi, je veux vous acheter l'île. » Et on le prend pour un fou. Mais il achète l'île. Et cette île aux poubelles devient l'île touristique, Paradise Island. C'est devenu l'île du paradis où on a les plus grands hôtels, notamment l'Atlantis. Et vous voyez, en fait, la différence entre quelqu'un qui avait la vision et puis celui qui verrait juste une île où on a des poubelles. Celui qu'on appelle le passe-petit. Voilà, si vous voulez. C'est ça. Et des passe-petits, nous en avons ici. Mais en fait, je pense que c'est un entraînement, je pense que c'est un accompagnement, ça commence à l'école, c'est dans les familles, c'est dans le voisinage, c'est le fait de ne pas dire à un enfant qu'il ne peut pas, parce que l'origine ne définit pas, ne détermine pas ce qu'on peut devenir. C'est vraiment cette ouverture d'esprit qu'il faut permettre, qu'il faut autoriser à nos enfants, à nos jeunes, à nos moins jeunes. Et on va réussir comme ça à développer ce pays parce qu'on aura fait sauter les verrous de l'esprit. Et pour faire sauter les verrous, il faut savoir s'indigner. Il faut savoir écouter, comprendre. On a certaines administrations ici, elles sont butées. Alors oui, il faut s'indigner, mais il faut être humble d'abord. Je pense qu'il faut être humble en se disant qu'on ne sait pas tout. Et c'est justement, que ce soit administration, que ce soit des individus, être capable de recevoir en fait le point de vue de l'autre, d'écouter, d'entendre et de faire ensemble. Et ça, le faire ensemble, il n'est pas évident non plus. Donc, se dire que l'autre a quelque chose à m'apporter. La collectivité a souhaité créer son premier laboratoire d'innovation territoriale. Ce laboratoire, c'est plus un concept, c'est une manière de faire ensemble, de se dire il faut qu'on travaille en transversalité, parce que si on reste dans des silos, vous allez avoir les stratégies, par exemple, de l'énergie, vous aurez les stratégies des grandes infrastructures, les stratégies du développement. En fait, réellement, toutes ces stratégies ne concernent qu'une chose, c'est la stratégie du développement durable du territoire. Et je pense que le fait de se doter d'un tel outil, ça permet à la fois
aux élus, mais aussi aux directions, au personnel, de faire ensemble, d'échanger, d'aller gratter une information par-ci, par-là, et tout d'un coup d'avoir une vision beaucoup plus large du champ des possibles. Donc, le construire ensemble, l'esprit collaboratif, l'intelligence collective, c'est vraiment de ça dont on a besoin, surtout quand on est issu d'un petit territoire. C'est pas le territoire qui fait qu'on va rester petit, mais c'est vraiment le fait de pouvoir réfléchir ensemble et de faire ensemble qui nous ouvre un champ incommensurable de possibles. Il y a un autre frein, c'est la banque. Alors, oui, vous avez raison, il y a le système bancaire, il y a aussi, alors je ne sais pas si ça a été réglé entre-temps, mais il y a quelques années, on avait une note qui était minorée parce qu'on venait des Outre-mer et que donc les banques considéraient qu'on avait un handicap de départ. Je ne sais pas si cet aspect-là a été levé entre-temps. Ça s'est aggravé entre-temps et j'ai du respect pour ceux qui nous regardent. J'ai un nom que je donne à nos banquiers. mais je peux comprendre. L'initiative économique a besoin d'un accompagnement financier. Au sein de la CTM, il y a cette volonté de développer, en tout cas de mettre sur la table à la fois les fonds publics, mais aussi d'accompagner dans le cadre d'un fonds d'investissement un certain nombre de projets. Donc ça manque, il nous faut plus d'ingénierie financière. L'ingénierie financière, elle est... C'est ce qui manque. En fait, il manque de l'ingénierie financière et il manque aussi, je pense notamment aux petits porteurs de projets, entre guillemets, cet accompagnement, cette ingénierie pour les dossiers, pour l'écriture des dossiers, parce qu'on a quand même des fonds européens qui pourraient nous permettre de faire de belles choses et qui pourraient être accessibles à beaucoup plus de petites entreprises, à condition qu'il y ait cet accompagnement-là sur l'écriture même du dossier, sur en fait, vous avez des mots-clés, vous avez des éléments de langage, et puis évidemment, vous avez la construction du business plan, etc. Et si on n'est pas habitué à ce type de dossier, on va se décourager très vite. Il faut être accompagné et ça manque effectivement à nos petits porteurs de projets. C'est un domaine qui est là. Il faut se battre fortement pour casser le système. Parce que la banque nous connaît le consommateur uniquement pour deux choses. Acheter une voiture et acheter du matériel télévisé et autres. Mais s'il s'agit d'acheter une bétonnière, d'acheter un outil pour développer, alors là, il n'y a plus de banquier. Vous avez raison, c'est plus facile d'avoir un crédit... Auto. Oui, un crédit à la consommation, comme ils disent, qu'un crédit pour lancer une entreprise et pour développer une entreprise. C'est à la fois certainement du domaine politique, mais aussi du domaine des représentants des organisations, des représentants des entreprises. C'est-à-dire que les organisations professionnelles aussi doivent taper du poing sur la table. Et puis, certainement, faire monter de plus en plus la notion de financement participatif, quoi. Je pense que dans certains pays, on arrive à faire beaucoup de choses avec peu de moyens parce qu'on sait mettre ensemble. Ça va pas développer un pays dans le sens où on va concurrencer les plus grands, mais en tout cas, ça va permettre à beaucoup de petits entrepreneurs de démarrer et de pouvoir au moins vivre de ce qu'ils font. Donc là aussi, c'est la notion de solidarité, de faire ensemble qui revient. Moi, j'ai connu l'époque des sous-sous. Voilà, ça existe. Là, ça existe encore, bien sûr que ça existe. Encore, mais pas seulement en Martinique, ça existe encore fortement au Sénégal. Mais bien sûr, dans beaucoup de pays où on parle un peu d'économie parallèle, mais c'est dans le bon sens du terme, où en fait c'est de l'entraide et les gens arrivent comme ça à s'équiper et à démarrer de petites activités. Oui. Mais il nous faut agir sur le système bancaire et il nous faut trouver des relais en fait aux banques traditionnelles
parce que développer une économie, ça nécessite aussi de l'argent. De l'argent, du sérieux de part et d'autre. Bien sûr. Tant du côté du demandeur que de celui qui donne. Mais une vision commune aussi de ce qu'est le développement économique. Quand on travaille sur une île, on n'est pas sur un continent, on a certaines limitations, mais on a aussi des potentialités qu'on n'aurait pas sur le continent. Donc il nous faut en face aussi des gens capables de bien comprendre la structure de l'économie et le potentiel notamment de la région. Je ne suis pas sûre que ce soit si évident que ça d'aller défendre un dossier si vous expliquez que votre marché c'est autour de la Martinique. Vous voyez, donc il faudra illustrer, il faudra accompagner beaucoup plus que si vous expliquez que vous êtes en train de faire pour la Guadeloupe et pour la Guyane, par exemple. Vous notez une chose, vous arrivez devant un fournisseur qui vous dit, monsieur, à partir de 30 zéros derrière 1, nous commençons à discuter. Autrement, allez voir un distributeur, un détaillant. Alors, oui, parce que par rapport aux économies d'échelle, au marché, oui, c'est ça. Mais encore une fois, si on arrive à changer la vision de ce qu'est notre marché régional, il y a aussi l'accompagnement des politiques. Je rappelle qu'on est en train de mettre en place les moyens pour entrer au CARICOM, qui est le marché caribéen. Le fait d'être à l'OECS, l'OECO, le fait d'être à l'Association des États de la Caraïbe, etc., ça nous permet politiquement, administrativement, de connecter des systèmes à la fois administratifs, politiques, mais aussi en termes de marché. Donc il faut surfer dessus et il faut être prêt à aller sortir de la zone de confort pour voir les potentiels qu'on a autour de nous. La mise en place de tout ce processus, est-ce que c'est fait au niveau du rapport homme-femme? C'est-à-dire? Quand on est sur le continent, quand on arrive dans n'importe quelle boîte, tout ce qui est administratif, adressez-vous à ma femme. Tout ce qui est technique, c'est le monsieur qui s'en occupe. Mais tout ce qui est finance, administratif, adressez-vous à ma femme. C'est le couple qui fait fonctionner l'outil. Je pense qu'on est de moins en moins dans cette dynamique-là, mais c'est vrai que traditionnellement, on va dire qu'on retrouve les hommes davantage sur la dimension financière et technique et les femmes dans le service. Mais nos jeunes filles se forment de plus en plus. Elles ont une volonté, un souhait, un désir d'égalité, mais une volonté de faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de résilience, de courage chez nos petites filles et nos jeunes filles après que nos garçons. Donc là aussi, je pense qu'il faut accompagner, il faut surveiller ça, accompagner qui est vraiment un bien-être, un épanouissement, fille ou garçon, dans cette société martiniquaise qui a besoin de toute façon qu'il y ait un équilibre entre les genres. Il y a une grosse réforme que je vous livre, c'est l'acceptation d'être sous le commandement d'une femme. Le Martiniquais n'aime pas être commandé par une femme en matière professionnelle. Alors, il y a des milieux professionnels qui doivent être certainement plus durs que d'autres. Je pense que j'en ai eu l'expérience. J'ose croire que ça a évolué. Je suis quand même informée qu'il y a quelques scandales, même si certains cherchent à les camoufler. Mais il y a encore un gros travail à faire par rapport au respect de la femme, et puis simplement au respect de manière très globale. On a encore des chiffres qui sont alarmants en termes de violence. Il faut le dire, il faut dire qu'on a un problème dans l'éducation de nos garçons et aussi de nos filles. Alors, je vais d'abord insister sur les garçons parce qu'il faut vraiment que nous, parents, nous apprenions à nos garçons à respecter la femme.
Mais il faut qu'on apprenne aussi à nos filles d'être plus exigeantes vis-à-vis de ce qui est acceptable ou pas d'un garçon. C'est une force que vous avez perdue en chemin. Et dites-moi donc pourquoi. Oh, si je me mets à raconter là, ils seront furieux en face. Un exemple simple. Lorsqu'on courtisait hier, hier on arrivait pour te trapper en beau, ici, là. Pour l'autre, c'est un jibata. Vous ne connaissez pas cette expression? Non. Tu as passé bon soulier. Bon soulier pour aller trapper en beau. Après ça, pas de retard là. Bon, là, aujourd'hui, il y a une facilité. La femme a pratiquement abandonné. Elle a laissé faire l'homme. Vous pensez qu'elle est trop accessible aujourd'hui, elle est moins maniérée, c'est ça? Oui, il y a ça. Je ne généralise pas. Et moins comparaison peut-être, non? Et savoir, pas ça. Je ne parle pas langue, je ne parle pas d'eau. Mais enfin, il y a ça. Et il y a un autre comportement que nous observons. J'ai un copain comptable qui s'occupait d'une affaire. J'ai dit, mais non, pas comprendre l'affaire. Tu t'occupes d'une affaire qui est menée par une femme. En face, administrativement, la femme qui reçoit les dossiers n'admet pas que ce soit une femme qui fasse ça. Parce que le conflit est sérieux en Martinique, hein, de femme à femme. Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai souvent fréquenté des milieux où la sororité est de mise. Mes affrontements étaient davantage avec des hommes qu'avec des femmes. Donc, je ne saurais pas témoigner dessus. Mais je pense qu'une femme qui s'oppose à une femme par principe, c'est une femme qui n'a pas bien compris sa valeur et qui, par conséquent, malheureusement, et à travers ses actes malveillants, elle est en train de se dévaloriser elle-même. Donc c'est souvent des gens avec qui il faut peut-être échanger pour comprendre l'origine du mal, parce que il n'y a pas de maltraitance sans origine. C'est ce qu'il faut. Ce que je comprends, c'est que vous ayez affaire à des gens qui sont bêtement méchants, ou que ce soit dans un rapport de force femme-homme. Il y a souvent une origine liée à des traumatismes, des faits durant l'enfance ou l'adolescence. Donc souvent, il faut, si on veut, parce que là aussi, il y a une dose d'empathie qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de patience. Et puis surtout, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Aussi, mais il y a une manière d'approcher les gens. Je pense que certaines personnes ont cette capacité d'entrer en relation avec l'autre, mais d'une manière qui est un peu subtile, dans le sens où on est capable de ressentir l'émotion qui va traverser l'autre, et puis d'autres sont complètement étrangers à ça et ça ne les intéresse pas. Voilà. Mais si vous voulez accompagner une personne, qu'elle vous soit agréable ou pas, souvent il faut chercher à comprendre la source, le pourquoi de cette attitude si malveillante alors que vous n'avez rien fait, quoi. Oui, mais aux directrices en boîte, vous arrivez dans un service. Vous donnez votre prestation, vous attendez d'être payé. S'il faut encore aller chercher le pourquoi madame est comme ça et ainsi de suite, comment ça s'est passé hier soir, et un souci. Ah non, mais et c'est ça la gravité en Martinique, qui s'est énormément... J'espère que ça va finir par exploser pour avoir la paix. Là, aujourd'hui, lorsque nous téléphonons à une administration, personne n'a pas qu'à répondre. Il peut attraper Covid par téléphone. Mais le soir, il y a dans toute soirée, il y a l'un et l'autre, pour ne pas dire autre chose. Donc, ça, il faudra que la personne sache, j'ai ce job-là à faire, je fais mon job, j'ai rempli ma feuille, j'ai fait ma journée, terminé. Il y a deux problématiques. Je pense qu'il y a un problème de management, parce que généralement les services, et en particulier dans les administrations, vous n'êtes pas livré à vous-même. Donc il y a quand même une structuration. Il y a une structuration. Donc après, c'est le management. Comment on gère les ressources humaines qui sont dans une équipe et comment on arrive à faire ce qu'on voudrait qu'ils se fassent ensemble. Et puis, il y a la responsabilité individuelle de chaque agent ou chaque salarié. Quand on va travailler,
On va travailler pour donner sens à ce qu'on va faire, à sa vie. Malheureusement, et on revient sur la notion de leadership, c'est que beaucoup de personnes travaillent pour payer les factures et non pas parce que le travail participe à un épanouissement personnel. Donc, vous voyez, ça dépasse en fait la simple administration, la simple entreprise. C'est le sens même du travail. J'aime beaucoup faire la différence entre le travail dit occupationnel et le travail à valeur ajoutée. Vous avez malheureusement des personnes qui vont travailler et c'est une forme d'occupation, mais qui n'ont pas de bonheur à faire ce qu'elles font parce que c'est pas ce qu'elles voulaient faire à la base, parce que c'est mal payé, pour un certain nombre de choses. Et donc pour moi, ça c'est du travail occupationnel. Je le dis autrement. Et puis vous avez le travail qui va créer une différence. C'est-à-dire que si cette personne-là s'était pas levée le matin pour aller travailler, eh bien les choses n'auraient pas été les mêmes. Et elle en a conscience et elle donne de soi, de sa personne, pour que les choses, pour avoir un impact, ne serait-ce que dans son entreprise, dans son administration, dans son quartier. C'est aussi ce qui nous manque, c'est de se dire qu'individuellement, on a un rôle à jouer au niveau de l'ensemble de la société. Et ce n'est pas ce quoi plus important ou plus... C'est simplement se dire que ma vie a de la valeur et que je ne suis pas le fruit du hasard. Donc si je suis là où je suis, c'est que j'ai quelque chose à apporter à cette organisation, à ce pays. On n'a pas besoin d'être élu, on n'a pas besoin d'être dirigeant, etc., etc. On peut le faire de là où on est. Et ça, petite, je pense qu'on ne nous le dit pas assez. Il a fallu que je voyage un peu dans la Caraïbe et ça fait partie des éléments, je pense, qui ont vraiment contribué à me transformer également. C'est de voir ces jeunes faire une sorte de prière en début de classe, en début de cours, et dire qu'ils sont là pour que les générations futures n'aient pas à subir les mêmes épreuves qu'ils ont eues, etc. Donc c'est cette notion de mission. On est missionné, on se sent investi d'une responsabilité. Et cette responsabilité-là, ça donne du sens à la vie, comme ça donne du sens à la mort. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui nous permet de construire une société qui est forte, parce que ça nous lie forcément. Je vis avec vous d'une certaine façon, je me comporte avec vous d'une certaine façon parce que je sens bien que je suis dans une co-responsabilité, dans une relation, une interrelation. Voilà. Et qu'on n'est pas dans une crèche garderie pour adultes. Absolument pas. On revient sur la notion de responsabilité. C'est pas la carotte et le bâton, quoi. Je veux dire, mais ça ne s'invente pas. Ça se crée, ça se travaille, il faut un accompagnement de l'enfant jusqu'à l'adulte et le système lui-même, parce que en fait, quand on se positionne au niveau du noyau familial, on peut le faire plus facilement, mais quand ça dépasse en fait le noyau familial, c'est toute la structuration de la société qu'il faut modifier, retravailler, casser des fois, renforcer par endroits, mais c'est notre responsabilité sociétale qui doit s'exprimer. Et si nous avons un message à donner à nos foyers, cela aujourd'hui, nous constatons une chose, il y a très peu de papas, j'insiste sur le mot papa, il y a beaucoup de pères, ce sont là, des étalons, mais des papas, des vrais papas, qui s'occupent de ce foyer du berceau à la tombe. Ça, il faut revenir à ça. Oui, il faut revenir à ça. Il faut s'aimer déjà. Je pense qu'il faut s'aimer. Il faut que l'amour soit distillé dans la famille. Et puis que les générations, moi je compte sur les générations actuelles, je trouve qu'il y a un changement chez certains jeunes. Il y a une prise de conscience parce que le souvenir que j'ai, c'est que
quand les pères étaient trop proches de leurs enfants, ils étaient considérés comme n'étant pas de vrais hommes ou des choses comme ça. Donc c'est un peu ma génération, ça. Donc je pense qu'il y a encore, on a dû perdre encore 1 ou 2 générations, mais que là, les pères ou les papas, comme vous dites, ont plus conscience du rôle qu'ils ont à jouer vis-à-vis de leur progéniture, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis du foyer. Cette position-là, ce positionnement-là est important. Ça ne s'invente pas non plus. Soit on l'a vu dans sa propre famille, soit on a eu à un moment donné une rencontre, une sorte d'enseignement pour bien comprendre à quel point fonder une famille, c'est un acte important et où chacun a une vraie place et une vraie responsabilité pour être en co-construction. Et tout ça participe justement à la construction même du pays. Ça participe à la construction du pays et on le rappelait, la famille étant le noyau initial, on va dire, de la société. Et donc c'est la force du maillon le plus faible, c'est ça, hein, qui fait la force de toute la chaîne. Et donc oui, cette solidité là, on va dire affective, parce que on a besoin d'être affectivement fort pour être fort partout. Ou alors, je vais le dire différemment, je pense qu'en termes d'intelligence émotionnelle, on a besoin d'avoir une plus grande conscience des émotions qui nous traversent pour être capable de mieux, en fait, se vivre et vivre avec les autres. Donc voilà, je pense que la famille est vraiment la base d'un certain nombre de choses. Ça ne fait pas tout, ça ne fera jamais tout, puisqu'il faut penser aussi à ceux qui malheureusement ont perdu un parent, un enfant. Mais c'est quand même un appui important quand on veut construire au-delà du microcosme familial. Et il faut surtout penser à la notion de sacrifice. Parce que hier, on partait pour 7-8 ans faire des études au niveau de la France. Aujourd'hui, 2, 3, 4 fois par trimestre sur le vieux Martinique. Et dès que la première difficulté se pose dans les études, alors, tout le monde va abandonner. Vous me donnez l'occasion de parler de la fuite des cerveaux, parce que je rappelle qu'on a des universités avec les mêmes accréditations dans la Grande Caraïbe, que c'est encore plus près que d'aller sur le continent européen ou bien au Canada. D'ailleurs, on sait que c'est un marché pour ces grands pays-là de venir chercher nos cerveaux et de faire en sorte qu'ils fassent des études ailleurs. Bien souvent, on a encore un problème d'équivalence de diplôme quand les jeunes choisissent d'aller sur certains territoires. Je pense qu'avant que le jeune arrive au stade d'être étudiant, il faut vraiment lui avoir donné envie de son pays, de sa région, pour qu'il y ait cet ancrage-là. Quand le jeune part faire des études, il va se créer un réseau d'amis. Souvent, il va se créer un réseau de partenaires d'affaires et il va se marier. Et donc, on l'a perdu. Il faut vraiment une volonté de revenir. Et cette volonté-là, ça va s'appuyer sur ce qu'on lui a vendu quand il était petit par rapport à son attachement à son île, à sa région, etc. Donc, le mieux, c'est quand même, après le lycée ou dans les dernières années, de faire en sorte qu'il y ait plus de programmes d'échange avec nos jeunes. J'ai travaillé un peu avec certaines universités pour faciliter ce qu'on appelle la double diplomation, donc être capable de mettre en place des licences, des masters, et puis que les diplômes soient reconnus de part et d'autre des frontières, mais tout ça dans un souci de maintenir nos jeunes dans ce grand bassin qu'est la Grande Caraïbe. Et puis, on est sous les mêmes latitudes. Donc, je veux dire, il y a une manière de penser les choses différemment, de se dire qu'on peut sortir du pays en allant à côté, comme on peut sortir du pays en s'exilant très loin, mais ça forme toujours la jeunesse, comme on dit. C'est le fait d'aller dans d'autres lieux et de rencontrer d'autres personnes. Donc, la fuite de cerveau, il faut c'est vraiment un problème important, puisque ça vient se combiner avec cette courbe démographique qui est inversée pour nous en Martinique. Il faut voyager. On dit que le voyage
forment la jeunesse, surtout des forment les valises. Oui, mais il faut voyager, mais il y a tellement de voyages à faire dans toute cette grande région-là. Et je crois que j'ai, d'un point de vue humain, j'ai beaucoup plus appris en voyageant autour de la Martinique qu'en faisant des allers-retours entre Paris et ici. Madame András Casanova, on est en début d'année. Tout à fait. Votre souhait, vos vœux pour la nouvelle année, ce serait quoi, en termes de conclusion? Eh bien, écoutez, déjà, merci pour cette émission. Je souhaite à toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais une belle année 2023, beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est la base de tout, et puis de la force, de la solidarité, ce désir de faire ensemble, et puis voilà, en tout cas, belle et heureuse année 2023, et puis nous la épisode. Et surtout, écoutez pour comprendre. Et écoutez pour comprendre. Merci Florent. En tout cas, merci. Les personnes qui nous ont écoutés pour comprendre ont vu notre démarche. Il faut sortir la Martinique de notre impasse. Il faut qu'on soit dans l'innovation. Il faut qu'on aille trouver ailleurs nos marchés. Il faut qu'on sorte de ce bocal. Et c'est en écoutant qu'on finit par comprendre que ce bocal ne porte pas grand-chose. Et il y a des outils ailleurs. Il y a des outils qui se trouvent dans d'autres continents. Donc, à charge pour nous, et surtout au niveau des politiques, de mettre les outils qu'il faut pour nous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, merci encore. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci Florent. Bonne année à vous aussi. Bonne année, merci. Et puis à très bientôt. À bientôt.